Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Yann Vesselin, cofondateur d'Initia. Merci beaucoup Yann d'être avec nous. Tu es ancien cadre supérieur et coach professionnel, passionné par le développement du potentiel humain et l'innovation en entreprise. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te décrire Yann et surtout nous expliquer ce qui t'a conduit à te spécialiser dans l'innovation et l'accompagnement des managers? Déjà, ravi d'être là et merci de l'invitation, Edouard. Je suis coach professionnel et ingénieur de formation. J'ai créé Initia il y a 3 ans avec mon frère Nicolas. C'est un cabinet de conseil en management. Avant cela, j'ai travaillé 23 ans à la SNCF dans des postes de management et de direction, aussi bien en France qu'à l'international, aux États-Unis. Tout ce qui m'a, je dirais, le fil rouge de toute ma carrière, ça a été le management parce que j'adore travailler en équipe et j'aime bien voir les progrès de l'être humain. Et puis l'innovation, parce que c'est l'innovation qui fait que les entreprises s'adaptent et survivent. Donc c'est ça qui est un peu le fil rouge de mon parcours. J'ai créé Initia il y a 3 ans pour avoir un peu plus d'impact et je dirais dans plus d'univers que juste dans le domaine ferroviaire. Et on a modestement l'ambition de faire une humanité durable sur une planète durable. Mais comme tout seul, c'est pas facile. On essaie de travailler avec des entreprises qui sont dans cette dynamique-là. Et pour nous, le cœur du réacteur, c'est le manager, c'est le dirigeant. Et donc, c'est surtout avec ces gens-là qu'on travaille en accompagnement individuel, en accompagnement d'équipe, en formation. Voilà, donc c'est absolument passionnant. Et on fait en sorte que les gens vivent leur meilleure vie professionnelle. Super, eh ben, on a hâte de découvrir tout ça. Et on débute une première partie avec le rôle du manager dans un monde en mutation. Donc Yann, tu nous disais un peu plus tôt, tu as une longue expérience de manager dans des environnements complexes et en transformation. Selon toi, qu'est-ce qui permet de distinguer un manager innovant d'un manager plus classique? C'est drôle, parce que quand j'entends classique, moi ce que j'entends c'est le siècle dernier avec Ford et Taylor, ou alors les temps modernes de Charlie Chaplin où le manager est quelqu'un qui commande et qui contrôle que ce qui a été demandé a été exécuté. Moi, je dirais qu'un manager innovant, il est plus du tout dans cette mouvance-là. Il devient plutôt ressource par rapport aux gens. Et une question hyper puissante que peut demander un manager à un manager, c'est de quoi as-tu besoin pour faire ton travail? Ça, c'est se mettre en ressource de la personne. Et puis aller jusqu'à un manager porteur de sens, qui donne le sens du travail et qui embarque tout le monde. Donc un manager innovant, je dirais, il a une vision. Il a une vision et pas court-termiste. Il a une vision à long terme. Et cette vision, elle est déployée dans tout l'ADN des personnels de l'équipe. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient implicite pour tout le monde. Il ne se contente pas de gérer l'existant, il voit toutes les contraintes comme des opportunités, il est ouvert au monde et puis il anticipe les choses pour créer de nouvelles valeurs. Je dirais qu'il favorise l'expérimentation, il est ouvert à des nouvelles idées, donc c'est quelqu'un qui a un état d'esprit qui est capable d'accueillir la parole de l'autre. Et les qualités, je pense, requises pour cela, c'est de l'agilité, de la créativité et de l'audace, parce qu'il faut être audacieux pour faire ça. Et ça permet de créer un environnement que je dirais une entreprise ou une organisation apprenante, c'est-à-dire comme un organisme vivant qui apprend en interne à bien fonctionner pour mieux répondre aux événements de l'externe. Et si je peux me permettre, d'ailleurs, comme on est aussi formateur, on organise dans quelques temps une formation, on appelle ça formation ou séminaire, ça dépend, mais basée sur l'agilité et la performance sur un bateau de compétition, un voilier de compétition au large de La Rochelle. Donc voilà comment vivre cette expérience-là et la ramener ensuite en entreprise. Peut-être qu'on aura bientôt la 2e édition sur la Loire, même si bon, je sais que les conditions techniques font que ce ne sera peut-être pas forcément évident. Peut-être. Et c'est le jour de l'arrivée du Vendée Globe Challenge, donc on n'est pas loin, La Rochelle, c'est pas loin des sables. Bon, on suivra ça avec attention. Yann, merci de cette explication, de voir la différence, ou en tout cas l'évolution que pourrait connaître le rôle du manager. Néanmoins, de par ton expérience, dans un contexte aussi où les entreprises doivent sans cesse s'adapter, quels sont selon toi les principaux freins que tu as pu observer chez les managers face à l'innovation? Et si jamais, du coup, il y en a, comment est-ce qu'ils pourraient réussir à les surmonter? Alors bien sûr, il y en a. Alors je dirais que le premier frein, et ça va peut-être pas faire plaisir aux dirigeants, c'est le dirigeant lui-même. C'est-à-dire que souvent la limite d'une équipe, c'est la limite du manager.
S'il n'ouvre pas les chakras, s'il ne donne pas les autorisations, s'il ne libère pas la parole, s'il ne donne pas l'autorisation et les protections aux gens pour s'exprimer, eh ben ça ne marche pas. Donc il sclérose son entité. Ensuite, en termes de freins, on a le poids de la culture de l'entreprise. Il y a des entreprises très innovantes, notamment dans la tech, et puis il y a des entreprises où le poids de la culture fait qu'on n'y va pas. Ici, on a toujours fait comme ça, on n'est pas là pour réfléchir. Peu importe la taille de l'entreprise. Oui, je pense que c'est complètement indépendant de la taille. Il y a des grosses entreprises qui innovent et des petites qui innovent, et le contraire est vrai aussi. Donc la culture est hyper importante, donc il y a un travail sur l'acculturation qu'il faut faire pour développer cet esprit d'innovation. Et puis les choses très classiques, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas de sous, je suis pas créatif, voilà, des croyances limitantes individuelles également, la peur de l'échec qui est un problème pour certains types de personnalités qui aiment que tout soit parfait. Des gens ont un driver qui est soit parfait, donc pour eux il faut que ce soit bon du premier coup, donc voilà, l'échec est intolérable pour eux. Et puis il peut y avoir aussi tout simplement des manques de compétences pour instaurer un esprit d'innovation, animer des ateliers de créativité ou des choses comme ça. Donc pour surmonter les freins, je dirais pour chaque frein, c'est trouver la parade. Donc une grande qualité chez les leaders et les managers, c'est l'humilité, de se dire je ne sais pas tout et je vais demander aux gens que je paye pour exécuter d'utiliser aussi leur cerveau, et c'est quelque chose qui est très engageant d'ailleurs pour les gens. C'est d'accepter de lancer des démarches créatives sans savoir qu'on va trouver quelque chose. C'est-à-dire qu'on lance un atelier, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver, sinon pas besoin de faire un atelier, voilà. C'est plus une innovation. Donc on peut faire des choses très incrémentales, on améliore ce qui existe, mais aussi des choses complètement disruptives, en mettant en tension des mots. C'est important quand on veut faire de l'innovation de bien définir le problème à un haut niveau, et puis de disrupter. Par exemple, je veux faire un café infantile. Voilà. Et puis hop, on va autour de ça imaginer des choses et créer un nouveau produit qui n'existe pas. Ça, c'est de l'innovation disruptive. Et se lancer dans ce type de démarche, finalement, le seul risque, c'est de réussir. Donc allons-y. Le pire, par contre, le pire des risques, c'est de ne rien faire, donc on n'invente rien, mais c'est que le concurrent le fasse. Oui. Donc là, c'est embêtant pour les entreprises. Et puis lever les freins, c'est une posture, hein, comme je disais, ce que j'appelle les 3 P, protection des gens pour qu'ils puissent parler, permission pour les autoriser, et puis puissance que va dégager l'intelligence collective, c'est ça qui va faire que ça fonctionne bien. Encore peut-être 2 ou 3 éléments. Créer un espace-temps et un espace physique pour la créativité, comme une salle de créativité. Moi, quand j'étais directeur d'un centre de maintenance, tous les vendredis matins, on faisait une matinale des idées. Donc moi, c'était dans mon agenda. Des compagnons, les gens du terrain venaient et on se prenait 2 heures pour faire de la créativité. Et donc, il y a une démarche spatio-temporelle qui fait qu'on avance. Et chaque jour, on progresse. La créativité, ça prend du temps. C'est pas, souvent, c'est sous la douche, en courant, etc. Donc, prenez des douches, courez. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi mettre en place des processus qui permettent de créer des idées. Avec une mise en commun, toujours de manière collective. Exactement. Toujours. Voilà, c'est plus facile d'imaginer à plusieurs que seul. On en parlera peut-être un peu plus tard de l'intelligence collective. Et je dirais enfin, allons-y, lancez-vous, avancez pas à pas, faites des petits pas déjà pour commencer avant de vouloir inventer le truc qui va nous envoyer sur Mars. Il y en a d'autres qui y réfléchissent d'ailleurs. Mais voilà, commencez par faire des petits pas et commencez à engager les gens de vos équipes. Dans les conversations qu'on a pu avoir, tu parles souvent de confiance et de bienveillance comme des leviers essentiels pour un management porteur de sens. Pourquoi est-ce que, selon toi, ces 2 notions sont si importantes aujourd'hui et comment est-ce que tu penses qu'on peut les intégrer dans un style de management ? Alors, un style de management, son style de management, c'est déjà important de le connaître. Hein. Les Grecs, ils ont écrit ça au moment de l'Antiquité. Connais-toi toi-même, c'est quelque chose de fondamental pour les managers. Et l'idée d'un manager professionnel, c'est d'être capable d'aller du directif au très délégatif sans problème en fonction des situations et des personnes. Donc je dirais, la connaissance de soi amène à la gestion de soi, la connaissance de soi amène à la connaissance de l'autre et à la gestion de l'autre, et c'est ça qui permet d'avoir confiance
en soi-même et en l'autre. Et je dirais que la confiance, c'est le ciment en fait, des équipes performantes. On ne peut pas travailler sans confiance, sans savoir que ce qu'on va faire va être supporté par les autres, et si on ne fait pas bien, on va être soutenu par les autres. Alors vous avez peut-être déjà entendu en entreprise, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc je rappellerai que ça c'est Lénine qui l'a dit, avec voilà, des suites qui ont été ce qu'elles ont été. Alors la confiance n'exclut pas le contrôle, certes, mais elle permet beaucoup plus. Et moi j'insiste vraiment là-dessus, le contrôle, contrôle, c'est nécessaire dans certaines situations, mais pas en mode nominal. Alors pour revenir aux deux mots qui sont... confiance et bienveillance. Donc oui, la confiance, elle est indispensable. Et la bienveillance, je la mettrais en opposition à la malveillance, en fait. Quand on est manager, on est responsable d'une équipe, on est responsable d'êtres humains. On n'est pas responsable de leur vie, mais on a en responsabilité les êtres humains. Donc il est hors de question d'être malveillant par rapport à ces gens-là. Et j'associe la bienveillance à l'empathie. Et on met l'empathie, donc la bienveillance, associé à de l'exigence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on n'est pas exigeant, qu'on ne fixe pas des délais, qu'on ne fixe pas des objectifs qualitatifs pour avancer. Exactement. On peut être structuré et il faut être structuré. Donc bienveillance et confiance sont vraiment des mots que j'utilise beaucoup. Et par quoi ça passe? Encore une fois, c'est un état d'esprit, c'est une ouverture, c'est de se dire... j'ai de la valeur, mais l'autre aussi a de la valeur. Je ne le vois pas comme quelqu'un sous ma coupe. En fait, quand on est manager ou dirigeant, on a du pouvoir pour faire des choses, mais pas du pouvoir sur les gens. Donc c'est ça moi qui m'intéressait dans le management, c'est d'avoir des leviers pour faire des choses, mais d'embarquer les gens. C'est ça que je trouve très intéressant. Donc les qualités sont l'empathie, comme on l'a dit, l'écoute active, demander aux gens ce qu'ils en pensent et les écouter. Apprendre, très important, à faire des feedbacks, donc des retours, des signes de reconnaissance, qui soient positifs ou négatifs, mais qui soient factuels, professionnels. On peut utiliser par exemple la communication non violente pour faire des retours aux gens. Et puis, je dirais d'être dans une démarche de développement personnel, parce que au cours de sa vie, on n'est pas le même homme ou la même femme, l'environnement n'est pas le même. Ce qui a marché à une époque ne marche plus aujourd'hui. Donc une démarche de développement personnel en tant que dirigeant et manager, et une démarche de développement personnel des gens qu'on a à manager, puisqu'il faut les faire grandir, et en grandissant, les gens nous font grandir. Ça nous fait une très bonne transition pour la deuxième partie, où on va aborder cette fois plus les notions d'intelligence collective et le management durable. Tu nous as expliqué un peu la vision personnelle du manager, du manager, mais cette fois on va aller plus sur la notion d'intelligence collective, comment est-ce que ces individus arrivent à interagir ensemble. Et tu définis cette intelligence collective comme étant une clé de la performance. Et du coup, selon toi, comment un manager peut concrètement mobiliser et valoriser cette intelligence collective au sein de son équipe? Oui, c'est un vaste sujet et on pourrait en parler pendant une heure. Moi, je dirais comment 1 plus 1 font 3, c'est-à-dire on est tous les deux autour de la table, comment à nous deux, on ne fait pas que deux, on fait quelque chose d'encore plus puissant. Donc ça, c'est ça pour moi le symbole de l'intelligence collective. J'ai envie de prendre un exemple. Un manager qui arrive en réunion et qui dit je pense qu'il faut qu'on développe notre chiffre d'affaires et on va ouvrir une agence en Asie. Y a-t-il des objections? Non. Voilà, j'appelle pas ça de l'intelligence collective, c'est-à-dire que la question est fermée et puis qui oserait dire oui? Alors ceux qui s'opposent, mais voilà, en tout cas c'est pas de l'intelligence collective. Donc une deuxième manière d'amener les choses un peu plus ouverte serait de dire on va ouvrir une agence en Asie, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Bon, déjà c'est un peu plus ouvert, mais en tout pareil, qu'est-ce que vous en pensez? Que du bien, chef. Mais on n'a pas décidé où. C'est votre idée. Voilà. Donc en fait, le petit conseil que je pourrais donner et que vous pouvez utiliser dès demain, quand vous faites une réunion d'intelligence collective ou que vous avez une question à poser, c'est d'ouvrir la question. Qui pourrait être par exemple comment pourrions-nous développer notre chiffre d'affaires et expliquer le sens, parce que d'augmenter le chiffre d'affaires c'est important pour l'entreprise. Donc comment faire pour ça, ça ouvre à un champ des possibles. Et une bonne pratique, c'est de demander aux gens de réfléchir 5 minutes seuls à cette question-là avant de partager. Et une fois que les gens réfléchissent 5 minutes, ils amènent d'eux-mêmes, on partage les représentations de chacun sur les questions, et le rôle du manager est hyper important. Il ne faut pas qu'il parle en premier, sinon il va biaiser toute la réunion, et ça va être un peu comme s'il donnait déjà la bonne réponse. C'est de parler, non pas en dernier, parce qu'il peut clôturer très fortement, il a du poids en parlant en dernier, mais en parlant en avant-dernier, en faisant sa proposition en avant-dernier. Donc ça c'est tout simple, une question ouverte,
5 minutes de réflexion individuelle, partage des représentations, le chef part en avant-dernier. C'est facile à mettre en place et ça booste toute l'intelligence qu'il y a autour de la table. Donc, pour mobiliser l'intelligence collective, les conseils que je pourrais donner, et encore, voilà, je suis pas donneur de leçons. Là, on a déjà des conseils pratiques qu'on peut en mettre en place, et c'est déjà très intéressant, merci beaucoup. Et ça vient, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je trouve ça très pertinent, et je l'ai pratiqué. Moi, je dirais une grande qualité, encore une fois, c'est l'humilité. L'humilité du dirigeant de se dire, mais si je veux embarquer mes équipes, il faut que je co-construise quelque chose avec eux et que je leur demande ce qu'ils en pensent. Et ma vision de la solution, elle est finalement moins puissante que la vision des 10 personnes autour de la table. Mobiliser l'intelligence collective, c'est aussi mobiliser des gens qui ne pensent pas comme nous. Donc c'est avoir des profils différents dans le groupe, de métiers différents, de carrières différentes, d'écoles différentes, pour mélanger la perspective qu'on peut avoir autour d'un sujet. C'est accepter bien sûr les autres modes de pensée et de se dire que les autres ont aussi des bonnes idées. Et puis c'est de faire des ateliers vraiment professionnels de créativité pour disrupter, comme je le disais. Il y a des moyens, créer des idées, c'est un processus, hein, ça ne vient pas par magie. Et donc il existe des méthodes pour vraiment créer des idées où on fait des allers-retours entre sa base de connaissances et des concepts, et on fait des allers-retours comme ça et on crée des choses qui n'existent pas. Et puis, ce que j'aime bien aussi, des choses qui permettent de créer, c'est les formats hackathons. Les hackathons, c'est une compétition amicale entre des équipes sur un sujet. Ça vient de la Silicon Valley, où les gens essayaient de rentrer dans des systèmes informatiques très sécurisés comme le FBI ou la CIA, donc des équipes qui rentrent en compétition. Mais dans le monde, on peut le faire dans le monde professionnel d'une manière plus bienveillante, c'est-à-dire par rapport à un sujet, c'est quoi la durabilité de notre entreprise, par exemple, mettre des équipes en compétition sur ce sujet-là, parce que la compétition stimule aussi la créativité. Donc, je vais revenir aux 3P, mais c'est encore ça, hein. Protection des gens pour qu'ils se sentent à l'aise de dire des choses, permission de dire des choses, et puissance, c'est moi, voilà, encore une fois, les 3P, le cycle magique. Mais pas les 3P alimentaires, pour ce début d'année, ce serait un petit peu dommage. On n'est pas sur la même base. Merci beaucoup, Yann. La notion de durabilité revient aussi énormément dans ton discours, notamment en lien avec la RSE et la qualité de vie au travail. Selon toi, comment est-ce qu'on peut intégrer cet élément à un manager, comment est-ce qu'il peut l'intégrer, on va dire, dans son approche, tout en restant orienté sur les résultats? Oui, c'est une question fondamentale et je prendrais le problème à l'envers, c'est qu'est-ce que ça donne une équipe ou un environnement non durable, donc un management qui soit pas durable, et ben ça emmène à des RPS, hein, des risques psychosociaux, des arrêts maladie, des burn-out qui coûtent cher humainement et qui coûtent cher à l'entreprise et à la société. Et ça emmène aussi une performance moindre. Ça peut être contre-intuitif, mais manager à court terme sur du court-termisme, ça amène à une moins bonne performance. Pourquoi? Parce qu'il y a du turnover, il y a des gens... il y a un désengagement, on parle de grandes démissions en France, donc des gens à réembaucher, on a investi sur eux, ils partent, il faut reprendre un système de recrutement et d'onboarding. Donc tout ça, ça coûte. Donc si on est orienté résultat, j'ai envie de dire, il faut faire du management durable. Voilà. Alors pour introduire la durabilité dans les entreprises, il faut avoir une vision à moyen terme et à long terme, puisque c'est vers ça qu'on va tendre. Et puis une stratégie qui porte cette vision. Je dirais qu'il faut des gens qui soient formés, des managers notamment qui soient formés aux risques psychosociaux, au management, et notamment à une posture que j'aime bien nommer, c'est la posture manager-coach, c'est-à-dire un manager qui en ressource des gens et qui les aide à grandir. C'est ça qui fait que les gens vont rester. Ils ne se sentent pas bloqués avec un plafond de verre, ils évoluent. Et ils n'évoluent pas forcément verticalement, ils évoluent aussi horizontalement, ils s'épaississent avec des missions de plus en plus intéressantes. Donc voilà moi les conseils que je peux donner. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire faites ci, faites ça, mais c'est des pistes. Et puis on parle de performance, c'est définir des objectifs qui sont liés à la durabilité. C'est-à-dire c'est quoi le taux de turnover, c'est quoi le nombre d'innovations par agent, par an, par personne par an dans l'entreprise. Si vous imaginez, vous avez une entreprise de X personnes et que chacun fait une innovation par an, vous avez X innovations. Une entreprise de 50 personnes, ça fait 50 innovations, c'est une par semaine. C'est une puissance fondamentale. Donc mettre en place ce type d'indicateurs, qui ne soient pas des indicateurs de performance opérationnelle, mais aussi des indicateurs de durabilité sur l'humain,
me paraissent assez essentielles. Donc pour résumer, si jamais on est orienté résultat, il faut être un manager durable. Exactement. Eh bien c'est parfait, on va faire ça. Merci. On a vu ce qu'était un manager durable. Il y a aussi le sujet où de nombreux managers ont du mal à gérer, on va dire, les résistances au changement au sein de leurs équipes. Selon toi, quels outils ou approches tu recommanderais pour qu'ils puissent accompagner les transitions avec succès? Ouais, c'est très important parce qu'en fait, des nouvelles réorganisations, des nouvelles missions, de nouveaux outils informatiques, l'implémentation d'une intelligence artificielle d'entreprise, enfin, tout ça, c'est ce que vivent toutes les entreprises. Donc c'est normal qu'une entreprise ait besoin de changer et c'est naturel qu'il y ait une résistance au changement parce que c'est quelque chose de profondément humain, la résistance au changement. Donc, les petits conseils, encore une fois, que je pourrais donner, c'est de donner du sens au changement. C'est quoi les bénéfices? Pourquoi on va vers là? S'il n'y a pas de sens, les gens vont forcément résister. Et il faut co-construire les réponses, c'est-à-dire que faire de l'intelligence collective pour que les gens se sentent impliqués. Quelque chose d'important aussi dans la résistance au changement ou dans le traitement, l'accompagnement du changement, c'est le traitement des émotions. Et ça, en entreprise, voilà, ça dépend de la culture, mais souvent on dit tes problèmes, tes émotions, tu les laisses en dehors de l'entreprise. Mais ce sont des êtres humains, c'est une entreprise, c'est un organisme vivant, et il y a des émotions quand on veut changer. Ça commence peut-être par la colère, parce que et pourquoi ils veulent tout changer? Je suis bien, moi, pourquoi changer? Bien, voilà. pourquoi changer? Donc la colère, puis ensuite la peur. La peur, c'est mais qu'est-ce que je vais devenir dans cette nouvelle organisation? On m'enlève ça de mon boulot, on me donne ça en plus, mais pourquoi? C'est quoi derrière tout ça? Et puis finalement, dans le processus, c'est la tristesse qui va accueillir la perte, accepter la perte de quelque chose. On passe d'un environnement ou d'une situation A, on va vers une situation B. La tristesse, c'est l'acceptation que la situation A ne perdure pas, et ça permet de laisser la place à envisager la situation B. Donc il faut accueillir ces émotions, il faut accompagner les gens. Ce processus peut faire très rapidement pour certaines personnes et d'une manière un peu plus lente pour d'autres. En tout cas, la notion de temps est importante. Est-ce que c'est un processus qui apparaît à chaque fois? On va dire que même si l'idée est co-construite, quoi qu'il arrive, on essaye surtout de freiner le temps, ou c'est des émotions, on peut dire, si on anticipe bien et qu'on construit la chose, ça n'arrivera pas? Il y a des chances que ça arrive malgré tout, parce que c'est ce qu'on appelle le processus de deuil. On passe tous par ces étapes, mais encore une fois, il y en a qui peuvent faire ce processus en 5 minutes, et d'autres qui peuvent ne jamais s'en remettre. D'accord. Voilà. Donc accueillir et traiter les émotions, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, et faut être réceptif, voire formé à ça. La notion de temps, j'en ai parlé. Donc à titre individuel, les gens prennent plus ou moins de temps, et j'ai envie de dire, il ne faut pas faire réorganisation sur réorganisation, parce que les gens n'ont pas le temps d'accepter la première modification, qu'on est déjà en train d'en faire une autre, puis une autre, puis une autre. Donc ça perd. Enfin, les gens ne savent plus où ils sont, dans quel bateau ils sont secoués de tous les côtés, et en fait, où va-t-on, quoi. Donc ça n'a pas de sens. Un conseil aussi à donner, c'est de communiquer régulièrement sur la transformation. On a le droit de dire aussi, il y a des hypothèses de travail, voilà ce qu'on étudie, mais voilà, communiquer sur ce qui est possible, le champ des possibles. Et puis, je me rends compte que des fois, ça ne bouge pas. Malgré toutes les bonnes volontés, il y a des systèmes qui sont bloqués. Et bien là, on peut faire appel à ce qu'on appelle la systémique. C'est observer le système encore une fois, comme un organisme vivant qui ne veut pas bouger, qui est ce qu'on appelle l'homéostasie d'un système, c'est-à-dire il ne bouge pas parce qu'il se défend des changements nécessaires pour contrecarrer l'environnement externe. Et donc, il y a des bénéfices cachés derrière tout ça qui font que les gens ne veulent pas changer. Et donc faire de la systémique, adresser le sujet via la systémique, permet de savoir, mais c'est quoi vos super bonnes raisons de ne pas changer le système, et comment vous y prenez super bien pour ne rien changer. Et donc là, on va lever des pistes de progrès. Et dans cette même logique, est-ce que selon toi, c'est plus intéressant pour une entreprise d'implémenter un nouveau process, un nouvel outil, quelque chose comme ça, ou de se dire on va essayer? Parce que dans tous les cas, tu seras confronté, on va dire, au même frein, mais il y en a un qui, on va dire, peut se permettre de dire non, si c'est en test, on accepte que ça ne peut pas fonctionner. Oui, alors, effectivement, on peut tester des choses et faire un bilan. Si on n'est pas sûr, on fait une expérimentation, on en tire des conclusions. Il ne faut pas que ce soit biaisé, c'est-à-dire qu'on ne sèche pas la conclusion avant de commencer le truc. Mais oui, c'est bien sûr, c'est faire quelque chose de très scientifique, j'ai envie de dire, même si le sujet n'est pas scientifique, ça peut être sur une organisation, mais de se dire, on fait une expérimentation, voici les paramètres que nous évaluerons à la fin pour conclure si on continue ou pas et si on déploie ou pas. Super. Absolument, c'est une très bonne idée. Merci Yann.
Et donc là maintenant on va enchaîner sur la troisième partie, on va apprendre à mieux te découvrir Yann, mieux en savoir sur ton passé et aussi sur des éléments que tu apportes dans le management, dans ton management, donc ça va être très intéressant. Donc Yann, comme tu disais en introduction, tu as eu un parcours très riche, tu as énormément voyagé, travaillé à l'étranger aussi, dans des cultures variées. Qu'est-ce que tu as appris sur le management et l'innovation en observant ces différences culturelles et comment cela peut enrichir ou pas la pratique managériale? Alors c'est sûr que d'un point de vue général, de changer de fonction, de changer d'entité, de poste, etc., ça enrichit et ça épaissit forcément l'expérience d'un manager et sa capacité à s'adapter. J'ai travaillé à Boston, aux États-Unis, donc dans un environnement anglophone. Et je dirais que le plus gros bénéfice pour moi, c'est peut-être pas ce qu'on peut croire, mais c'est l'écoute active. C'est-à-dire que, comme c'est pas ma langue naturelle, quand les gens me parlaient ou que j'étais en réunion, il fallait que je sois concentré à 200% pour capter tout ce qui allait se dire, pour préparer mes réponses, mes interventions, etc. Et donc, j'ai jamais été aussi en écoute active que dans ce pays. Alors, c'est très fatigant pour le cerveau, mais en tout cas, ça permet de développer ça. Et donc, je suis revenu avec ça, enfin, modestement, mais j'essaye d'appliquer cette capacité à écouter les gens d'une manière concentrée et je dirais, empathique et détaché de jugement pour accueillir la parole des gens. Donc voilà, un effet bénéfique pour moi d'avoir travaillé dans une langue qui n'est pas maternelle. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'on est dans une autre culture, un autre pays, même s'il y a des choses très proches, il y a quand même des grandes différences, mais l'être humain, il s'adapte. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des environnements qui ne sont pas notre entreprise, notre métier de base, parce qu'on va finir par s'adapter si on a une ouverture d'esprit, encore une fois, et un accueil de ce qui nous arrive. Et on a le droit de se dire, je ne sais pas, mais on va essayer au moins. Autre point, je dirais, important de prise de conscience, c'est que les gens sont de cultures différentes, mais finalement, un être humain, c'est un être humain. On est la même race et leurs besoins psychologiques sont les mêmes que chez nous. Il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance de leur personne, les personnes empathiques, des gens de la reconnaissance pour leur travail, d'autres qui ont besoin d'action et d'excitation. Et ça, ces profils-là, on les retrouve aussi bien aux États-Unis qu'en France. Du globe, hein. Exactement. Donc je dirais que ce qui est important, c'est d'être formé, et moi je le suis sur les typologies de profils. Moi j'utilise le modèle Process Communication, qui vient d'ailleurs des États-Unis et qui a été créé pour la NASA. Mais ça m'a servi de connaître ce type de modèle pour ajuster. Ce modèle, c'est quoi un petit peu dans le détail? En détail ou en entrée? En détail rapide. En détail rapide. J'aime bien le détail rapide. En fait, c'est un modèle qui a été créé par un psychologue américain qui s'appelle T.B. Keller dans les années 80 pour la NASA ayant cette problématique-là de créer des équipages d'astronautes qui ne se tapent pas sur la figure dans l'espace, parce que c'est dur de dire à quelqu'un, va jouer dehors, tu nous embêtes. Et donc, ce psychologue-là travaillait déjà sur des types de personnalités, et donc il a déduit, en fonction des réactions sous stress des gens, il a déduit 6 profils, qui sont l'empathique, l'imagineur, l'analyseur, le persévérant, l'énergiseur et je vais sûrement en oublier un, le promoteur. Voilà, un petit test. Et donc, chaque personnalité a des qualités, a des réactions sous stress qui sont prévisibles, et c'est la puissance du modèle, c'est qu'on sait prédire, quand on fait son inventaire de personnalité, on sait prédire les réactions sous stress de tel type ou tel type. Donc on n'est pas un type, on n'est pas un de ces 6 types, on est tous ces types-là, mais à des degrés différents. Et donc quand on fait son profil, on apprend à mieux se connaître, à mieux connaître les autres. Quand on le fait en équipe, on apprend à mieux connaître les autres et à mieux travailler ensemble. C'est un outil hyper... Exactement, c'est un outil de relation interpersonnelle hyper puissant qui sert aussi bien au boulot qu'à la maison pour... comprendre pourquoi un ado, il ne range pas ses chaussettes quand on lui dit... Je pensais à madame, mais en ado, ça marche aussi. Très bien. Ça marche avec toutes les relations. Donc je dirais que de connaître ça, ça permet aussi d'être plus juste et plus efficace dans ses relations, quelle que soit la culture de la personne. Et puis finalement, les gens sont aussi différents. 2 Français sont aussi différents qu'un Français et un Américain, ou 2 Américains. Donc ça c'était très important. Et puis, alors, côté innovation, Boston...
il y a deux gros pôles aux États-Unis de l'innovation. Sur la côte est, c'est Boston. Sur la côte ouest, c'est Los Angeles, San Francisco, enfin la Silicon Valley. Et donc, tous les soirs, vous avez des conférences de niveau international sur n'importe quel sujet. Il y a l'université d'Harvard, qui est la plus prestigieuse université du monde. Il y a le MIT, qui est l'école d'ingénieurs la plus prestigieuse du monde. Et donc, vous pouvez accéder à de la connaissance. Et je suis revenu de là avec... déjà, j'étais impressionné de me dire, de constater que les étudiants essayent de ne pas finir leurs études. Ils essayent d'être millionnaires avant de finir leurs études. Donc après les cours, ils vont concours indispensable. Et puis sinon, ils sont sur l'ordinateur, ils préparent, ils montent des business et certains y arrivent avant la fin de leurs études. Donc bravo à eux. Et puis il y a une énergie de je veux changer le monde. Oui. Mais je me suis rendu compte de la place de la France sur le monde, parce que dans ces écoles-là, ces universités-là, il y a des étudiants, et des Mexicains, des Coréens, des Brésiliens, des Chinois, voilà. Mais j'ai pas vu beaucoup d'étudiants français. Et pour être honnête, j'en ai vu un. Voilà. Ah, donc, non, mais c'est parce qu'on est discret, c'est parce qu'on est discret. Peut-être, parce qu'ils étaient dans leur chambre en train d'étudier. Exactement. Mais ça nous renvoie quand même, on est... la position à l'international. Voilà, et pourtant on a des compétences en France, et il ne faut pas avoir peur de se lancer. Donc là, c'est la partie un peu entrepreneuriale, mais en tout cas, on a des atouts, mais on n'est pas... Voilà, on n'est pas seul sur la carte, il faut se battre aussi. On est en concurrence. On est en concurrence, il faut en avoir complètement conscience, effectivement. Bon, super, c'est une très bonne expérience. Merci beaucoup, Yann. Tu as aussi une autre passion, en dehors du management, qui est une très très belle passion, c'est la photographie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu arrives à jumeler ces deux mondes ? Oui, alors pour moi c'était très important de faire entrer la photographie dans mon univers professionnel, parce que c'est, comme tu l'as dit, une passion. Alors déjà, je pratique ce qu'on appelle la photo de rue, c'est-à-dire prendre l'humain en fait dans son environnement, qu'il soit urbain ou pas, mais c'est voir comment l'interaction de l'humain avec le reste, son écosystème, peut faire quelque chose de drôle, de triste, raconte une histoire en fait en une photographie. Et j'aime bien ça parce que ça oblige en fait à la sobriété, c'est-à-dire que j'ai juste mon appareil photo, mais je n'amène pas d'éclairage, il n'y a pas de mannequin, il n'y a pas de maquillage, donc je fais avec ce qui tombe devant moi. Alors il faut des bonnes chaussures quand on est photographe de rue, on marche beaucoup. Et puis il faut de l'agilité, il faut anticiper, il faut être rapide quand la scène nous intéresse. Et puis ça appelle à la créativité, donc c'est quelque chose avec lequel on peut faire beaucoup de points communs dans le monde du travail. Et puis la photo, une photo, en fait, c'est un langage universel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mots, tout le monde comprend, ou comprend ce qu'il veut, mais en tout cas, tout le monde peut l'interpréter. Et c'est un transmetteur d'émotions hyper puissant. Et j'avoue que je m'en sers de temps en temps en coaching individuel ou en accompagnement d'équipe pour couper un peu le cérébral et atteindre plutôt les émotions. Voilà. Quand je dis aux gens ou à certaines personnes qu'est-ce que tu ressens, et qui me répond je pense que, en fait voilà, on n'est pas encore au bon niveau. Il faut déconnecter, et donc je peux utiliser la photo pour aller chercher autre chose. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens en regardant ça. Est-ce que tu peux nous faire quelques exemples du coup, mon cher Oui, Yann ? comment j'utilise la photo. Exactement. Donc en coaching individuel ou en accompagnement d'équipe, je m'en sers pour... Je peux demander par exemple à des gens de choisir une photo, je leur montre des photos, de choisir une photo de leur situation qui représente leur situation actuelle et la situation rêvée. Et puis ensuite on regarde comment on peut changer les choses et aller vers la situation rêvée. Alors la photo, je n'utilise que quand il y a du sens, mais il y a quelques mois, une entreprise à Lyon m'a dit « je veux travailler sur l'audace ». Le patron m'a dit « je voudrais que les gens soient plus audacieux dans leur métier ». Et donc j'ai créé un atelier photo dans les rues de Lyon, donc toute l'entreprise était là, 50 personnes. J'aurais donné bien sûr quelques consignes, et puis on a travaillé l'audace, donc chacun est parti avec son téléphone, tout le monde a un appareil photo dans la main aujourd'hui, c'est pratique. Et les gens sont partis faire de la photo de rue dans Lyon. Donc chacun a sa perception, sa perception de l'audace. Mais l'audace, c'est de dépasser une limite Personne n'a été arrêté par la police. Personne n'a été, ça faisait partie des protections mises en place, c'est bien de le préciser. Mais pour certaines personnes, demander à un ou une inconnue de la prendre en portrait, faire son portrait dans la rue, c'est déjà interagir avec l'inconnu. C'est un peu intrusif aussi. Exactement, oui. Et donc, ce qui est intéressant quand on revient en salle, c'est de se dire, mais qu'est-ce que vous avez ressenti avant, pendant et après ? Et de cette fierté que vous pouvez avoir d'avoir dépassé vos limites,
comment vous ramenez ça demain, lundi, au travail? Et même la perception des autres sur une personne peut aussi changer. Parce que exactement. Et puis bon, bien sûr, les photos ont été partagées. Enfin voilà, on a animé tout ça, mais c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Donc on peut servir de la photo, même comme atelier en fait, pour faire comprendre des choses aux gens. Et puis moi, je trouve que c'est quelque chose qui décale. C'est faire rentrer l'art en fait dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise. On n'a pas trop l'habitude. Donc comme les émotions, voilà. Donc c'est faire même rentrer. s'il y a Smart Base RH, voilà. Tout à fait. Il y a des artistes. Il y a des artistes. Donc j'aborde aussi deux sujets dont on parle aujourd'hui, le management et l'innovation. Je fais 2 conférences séparées, une qui s'appelle l'art du management expliqué par la photographie, et l'autre c'est, devinez, l'art de l'innovation expliqué par la photographie. C'est une grande banque en ligne qui m'a demandé de le faire, donc je l'ai fait, donc avec grand plaisir. Ça m'oblige à créer des choses, mais par exemple le management expliqué par la photographie, ça parle plus aux gens que des PowerPoint voilà, sur le management. Je fais des parallèles donc entre d'abord l'histoire de la photographie, puis ensuite la manière de photographier, donc par exemple sur la photo de rue, comment on se déplace, comment on est sobre, on fait avec ce qu'on a, et puis avec des photos. Je peux montrer des photos qui résonnent, voilà, pour les personnes. Il y en a une là, que j'ai en tête, c'est une photo que j'ai prise en Ukraine, où on voit en fait un homme que je prends en photo et il est éclairé par le soleil et son ombre qui s'applique sur un tuyau qui descend voilà, le long d'une maison fait que son ombre ressemble à l'ombre d'une femme. Et là, moi, je ne dis pas mon interprétation, je demande aux gens leur interprétation. Il y a des choses très poétiques qui sortent. Il y a des choses qui sont la part féminine de l'homme ou le contraire. Il y a certains qui me parlent de philosophie, c'est l'allégorie de la caverne de Platon, où on ne voit que la projection des choses et on ne voit pas le réel. Donc on peut partir très loin, et c'est génial, les gens retiennent mieux les concepts, et on ramène toujours bien sûr aux concepts managériaux, qui sont que on n'a qu'une représentation de la réalité, on ne voit pas tout, et donc il faut partager les choses si on veut tout comprendre. Il y en a une autre sur l'audace, moi que j'adore montrer, je l'ai prise sur le bassin d'Arcachon, où un jeune saute d'un ponton, voilà, et c'est très audacieux pour moi, pour lui c'est pas audacieux. Pour moi aussi, On fera pas de démonstration. Non. Mais voilà, il est en équilibre et il est en train de plonger. Voilà, on parle de ça, c'est qu'est-ce qui vous manque pour être audacieux, c'est quoi les freins à l'audace. Donc voilà, ce sont des déclencheurs. Le but, c'est pas une conférence sur la photographie, c'est une conférence sur le management ou sur l'innovation. Et voilà, et l'émotion permet d'ancrer beaucoup mieux les concepts, enfin, ça c'est mon intime conviction. Donc voilà comment j'ai introduit la photographie dans et mon plaisir dans mon travail. Et j'invite, voilà, la photographie, hein, littéralement, ça veut dire écrire avec de la lumière, photo, lumière, graphie, écrire. Et voilà, j'invite les gens à réfléchir, mais comment, avec les lumières que vous avez dans vos équipes, qu'est-ce que vous voulez écrire comme histoire? C'est quoi la suite? Oui, ça peut être très poétique. Ouais, c'est une très belle tournure, Yann. Ça me plaît énormément. Et in fine, j'invite les gens à se poser la question, mais comment dans mon métier au quotidien, moi c'est la photographie, mais comment dans mon quotidien je peux introduire mes talents, mon art, ma passion, exactement, pour faire que ma journée, et voilà. Et pour moi c'est vraiment ça, libérer les talents, c'est de trouver les talents de chacun et qu'ils puissent les exprimer aussi dans l'environnement de travail. Super, merci beaucoup Yann, c'est parfait. On a hâte de suivre ces conférences et puis d'en apprendre plus aussi sur toutes les photos. Peut-être une exposition à Tours prochainement. Peut-être, oui. On ne sait pas. Oui, peut-être, pourquoi pas. On invite toutes les personnes qui nous regardent à être proactifs pour qu'on puisse avoir cette chance. Oui, avec grand plaisir. Yann, on a passé un très bon moment en ta compagnie et j'aurais juste une dernière question à te poser. Si tu devais innover sur le métier de manager, comment tu t'y prendrais? Ok. Alors, t'as 2 heures. Ça marche. Donc, innover, il faut que c'est du sens. Hein. Donc, je dirais que pour moi, et encore une fois, c'est très personnel, mais le top manager, c'est celui qui est agile, qui va vraiment s'adapter à toutes les personnes qu'il a à manager et à toutes les situations qui s'offrent à lui dans un monde volatile, incertain, complexe, ambigu. Donc, c'est ça notre métier avec Nicolas, c'est d'accompagner les gens à avoir ces capacités-là. La question qu'on peut se poser, c'est comment faire plus vite, plus fort. Aujourd'hui, il y a de l'accompagnement individuel, mais
le coaching s'adresse plutôt à la strate supérieure des entreprises et des managers, donc quid des managers de terrain. La formation, elle peut être très pertinente, mais bon, les gens ne retiennent pas tout, et puis elle est désynchronisée de la problématique. Donc si j'ai un problème le lundi, mais que ma formation est le vendredi, ouais, j'étais pas prêt. Donc ce qu'on veut faire, on réfléchit à comment équiper plus vite, plus fort les managers, c'est-à-dire que comment on peut instantanément, quasiment, les rendre hyper compétents pour leurs interactions avec les gens, leur écosystème. Et donc aujourd'hui, il y a une révolution qui est l'intelligence artificielle, qui est une capacité de puissance phénoménale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un manager qui peut savoir tout ce que peut savoir une IA. Et donc on réfléchit, alors je ne peux pas en dire trop parce qu'on est dans un monde concurrentiel, donc je mets des protections, un des 3 P, mais on réfléchit voilà, à un assistant managérial qui soit accessible 7 jours sur 7, 24 sur 24 pour les managers, pour que le jour où ils ont une situation, et ça peut être tous les jours, ils ont des situations à gérer, ils soient autonomes pour consulter, échanger avec une intelligence artificielle conversationnelle et préparer leurs interactions pour que chaque interaction en fait, avec leur chef, un client, un manager, un pair, soit un moyen de progresser en fait, et pour lui, et pour l'autre, et pour l'entreprise. Donc c'est vers ça, vers quoi on travaille en fait, on est dessus. J'ai rien à vous montrer aujourd'hui, mais d'ici 2-3 mois, on travaille sur le proof of concept. Voilà, et j'ai hâte de vous montrer des choses. Très bien. Des choses concrètes. Eh bien très bien, on a hâte de découvrir ce nouveau produit, ce nouvel outil pour la panoplie des managers. Donc merci beaucoup Yann. Je profite de ce temps évidemment pour te remercier à nouveau de ce très bon moment qu'on a passé ensemble à te découvrir, à découvrir Initia, ton parcours, le manager innovant et durable. Je ne peux qu'inviter les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, si jamais elles souhaitent rentrer en contact avec Yann, vous trouverez sous la description tous les éléments de contact de Yann, donc l'Instagram pour la photographie, mais aussi ton site internet, ton adresse mail, le lien LinkedIn, c'est important. Donc voilà, un grand merci à toi Yann de ta confiance, on est très content que tu sois avec nous pour ce webinaire. À très vite et un grand merci aussi aux équipes de Smart Base RH pour ce webinaire.